Bonjour, bonsoir, chers Congolais, bienvenue encore à votre émission animée par votre serviteur Bouchara Bouamba depuis la diaspora. La problématique que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est autour de la fin du régime de Kinshasa, la fin du mandat de Joseph Kabila qui est le président de la République depuis 2001. Qui a bien sûr accédé à ses fonctions suite à la mort tragique de Musée Laurent Désiré Kabila, qui dans les gérants du pouvoir, tous ces grands dinosaures, tous ces grands ténors moboutistes et ceux de l'AFDEL avaient trouvé que pour garder l'unité nationale, garder la paix, il fallait prendre le soi-disant fils de Musée Laurent Désiré Kabila, qui est aujourd'hui, qu'on appelle Joseph Kabila, un Kadogo, quelqu'un inexpérimenté, quelqu'un qui n'a jamais géré même une petite compagnie, même pas un quartier, mais il tombe comme un cheveu dans la soupe. On l'appelle président de la République démocratique du Congo. Ça, c'était grave quand même comme erreur. Parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment toute cette élite intellectuelle, tous ces grands professeurs d'université, toutes ces grandes personnalités politiques de notre pays ont pu accepter une telle chose. Un immigré qui vient de franchir la frontière de la République démocratique du Congo, 3 ans après, il devient président de la République. Ça se fait dans quel état? Dans quel pays au monde? Comme moi, je suis ici aux États-Unis, j'ai déjà 4 ans ici. Donc, je deviens président de la République. Mais ça, c'est que cet état n'existe pas. Notre pays a commis une erreur qui nous coûte trop cher jusqu'à aujourd'hui. Parce que, comment vous imaginez qu'un Kadogo, un militaire Kadogo de son état, puisse prendre le pouvoir et aujourd'hui vous pensez qu'il va vous laisser ce pouvoir-là facilement? Comment vous pensez qu'un Kadogo peut avoir des notions sur la Constitution? Est-ce qu'il connaît même ce que c'est la Constitution pour qu'il puisse la respecter? Il n'a aucune idée de cela. Il connaît, tout ce qu'il connaît, c'est tirer. Je l'ai dit dans les émissions précédentes qu'il a été envoyé en Chine pour une formation militaire. Selon les formateurs qui l'ont encadré là-bas, il semblerait que même sur le champ de tir, sur 100 coups de balle, 100 tirs, il a réussi à tirer seulement dans la cible, seulement 35 coups. Tout ce qu'il tirait, il tirait quoi à gauche, quoi à droite, il tirait toujours à côté. Même là-bas, il n'était pas aussi excellent, il n'était pas parmi les disciples ou les élèves qui ont distingué. Il a fait 35%. C'est cette personne-là, aujourd'hui, 15 ans après, que vous pensez, non, écoutez, le président de la République va respecter la Constitution. Vous pensez vraiment qu'en lui, là, il y a la notion de la Constitution, il y a la notion de la démocratie. Un Kadogo, il connaît la démocratie. Oh, le chef de l'État va respecter la Constitution, vous savez, c'est un démocrate. Ah, c'est une honte, tous les professeurs qui sont autour de lui, qui sont en train de chercher à vendre leurs diplômes de licence, de doctorat à vil prix, juste pour vanter les mérites de Kabila. Aujourd'hui, on nous dit c'est le plus grand démocrate, il a pacifié le pays, il a donné la démocratie au Congo, il est le stock de compétences. Kabila a étudié où?
Il a quelle compétence? Ça, vous voulez insulter tous les Congolais? Mes chers frères, soyons quand même sérieux. Ce pays-là, ce n'est pas quand même une république bananière. C'est un pays qui a des hommes et des femmes compétents. Aller jusqu'à dire que Kabila, il est incontournable pour le moment, c'est lui qui a amené la stabilité, c'est lui qui a la destinée de la République, mais ça c'est vraiment aller trop loin. Vous avez déplacé les bornes. C'est une honte pour tous ces professeurs-là. Je ne sais pas si après ce régime, tous ces professeurs vont se retrouver où? Ils vont donner cours dans quelle université? Parce que les valeurs d'éthique, ils n'ont pas respecté. La science sans conscience, si vous voulez voir ça, c'est avec des gens comme les professeurs qui sont autour de Kabila là. Comment voulez-vous que quelqu'un comme Évariste Bochab, il écrit un livre pour justifier la pérennisation du pouvoir de Kabila? Il dit la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Aujourd'hui qu'il n'y a pas eu révision constitutionnelle, est-ce qu'Évariste Bochab est en mesure de nous prouver noir sur blanc que la nation est en train de se désintégrer, que la nation va éclater, il y aura un chaos, la nation va disparaître? Parce que l'inanition là, c'est un terme tellement académique, technique, que les gens ne le perçoivent pas facilement. Pour le diluer, c'est un exemple simple, c'est comme vous voyez dans notre langue, dans nos langues nationales, nous disons, moi, nous, azana kwashorkor, azana malnutrition, azolia bienté. Bon, mon effet extérieur et rosala, ce qui est comme un neti rouge, matam est comme munenezo kita, maboko est comme milai. Donc, cet enfant-là est déséquilibré parce que ba composante nyonso ozo pesa neni vitamina ba biloko nyonso na kati nzoto po azala normal ezo zanga. C'est un peu ça. Mwana muboba se mukunzubila mu zebelel. Donc un enfant comme ça. Ule mtoto anakuwa nywele yake inakuwa saa ya rouge, matama inakuwa minene, anakuwa saa eko na jaunisse. Ule mtoto wa ville wa koshorkor njo. C'est ça un peu c'est un peu ça l'explication d'une manière simpliste du mot l'inanition. Aujourd'hui que nous n'avons pas fait cette révision constitutionnelle là, est-ce que Évariste peut passer à la télévision expliquer au monde entier que voilà, parce que nous n'avons pas fait la révision de la constitution, aujourd'hui le pays est en train de disparaître? Vous voyez que c'était avec des ambitions obscures qu'il avait écrit ce livre-là. Parce que ça n'a pas traîné, nous avons vu. Claude Machal a commencé à dire il faut que nous puissions réviser la Constitution. Nous voyons Kinke Moulumba passer dire Kabila Totondio Nanute. Lambert Mende passe, il dit Kabila n'a aucune obligation constitutionnelle pour dire si oui ou non il sera candidat en 2016. On a vu toute une série de déclarations se suivre qui présageaient déjà quelque chose de très très dangereux. Nous nous sommes dit, voilà, nous allons nous opposer à cela. Les gens se sont levés. Les gens ont dit, vous voulez toucher à la Constitution? Oui. Mais à l'article 220, non. Parce que c'est là qui était l'objectif principal. Cette constitution a été déjà modifiée à plusieurs reprises. Ils ont changé
beaucoup de choses à l'intérieur, mais à ce niveau-là, pour changer les mandats, la durée du mandat et le nombre de mandats du président de la République, les gens ont dit non. Nous avons tous résisté à cela. Évariste ne s'est pas fatigué, il est revenu à la charge avec une autre proposition de la modification de la loi électorale qui faisait des recensements de la population une condition sine qua non pour la tenue des élections. Or, le recensement de la population et la tenue des élections sont incompatibles. On peut aller aux élections sans pour autant avoir recensé le nombre de la population. Parce qu'au fait, même si on recense tout le monde, l'objectif du recensement, c'est de la prévision. C'est de la démographie, connaître le nombre de la population pour faire des prévisions. Combien d'enfants à l'âge de la scolarisation nous avons? Combien de grandes personnes nous avons? Combien de femmes nous avons? Combien d'hommes nous avons? Pour que la République puisse savoir, qu'il puisse avoir une base de données qui lui permet de faire des prévisions sur l'achat de ceci, sur combien d'écoles il faut construire, combien de cités il faut élargir. Toutes ces histoires-là, les produits qu'on doit acheter à l'extérieur, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec les élections parce que quand on recense même les étrangers qui sont au pays. Les étrangers ne votent pas. C'est seulement ceux qui sont enrôlés, qui ont leur carte d'électeur, qui ont le droit d'aller voter. Et vous savez qu'en Mbuji-Mayi, en 2006, beaucoup de gens avaient refusé d'aller se faire enrôler. Ce n'est pas autant que les élections ne s'étaient pas déroulées. Donc, les recensements, même si on ne fait pas les recensements, les gens peuvent toujours continuer à aller voter. Tous ces gens-là qui avaient refusé d'aller se faire enrôler, il y a toujours une partie des gens qui étaient enrôlés, qui étaient partis voter. Donc ça aussi, c'était une histoire qui était fabriquée de toutes pièces pour justifier leur mobile caché d'introduire un glissement de 4 ans. Parce que vous savez qu'au Congo, pour faire le recensement aujourd'hui, il faut à peu près 4 à 5 ans. Les infrastructures de base ont disparu il y a très longtemps. Il n'y a pas de route. Le transport maritime a disparu. On nous a menti avec ITB Kokolo, un bateau construit en 1945 qui a presque vieilli. On va le remettre en état là sur place à Kingabwa. Le bateau est parti à Kisangani. Au retour, le bateau n'est jamais parti encore. Il est en panne. Parce que au lieu qu'une république comme le Congo puisse acheter des bateaux neufs, il va aller réfectionner un vieux bateau de 1945. Au lieu d'acheter des avions neufs, ils vont aller acheter des avions de seconde main. L'histoire, on a même oublié ça. Au lieu de moderniser les aéroports, comme nous le voyons partout, les Chinois sont déjà disponibles dans toute l'Afrique. Ils sont en train de construire en Angola, au Nigeria, au Gabon, au Cameroun, partout là. Nous voyons, mais quand au Congo, on va nous faire un aérogare, d'ailleurs qui était conditionné par la pression des inspecteurs de l'aéronautique internationale qui étaient de passage à Kinshasa, qui ont menacé de fermer l'aéroport d'Ndjili. Donc, même l'infrastructure de base a disparu il y a longtemps. Tout ce que les Belges avaient laissé, les chemins de fer, n'en parlons pas. De Lubumbashi à Ilebo, les trains commencent à faire même 1 mois.
pour arriver. Or, c'était 3 jours, quand nous on grandissait encore, quand on était encore à Moueka là-bas. Les trains pouvaient faire Lubumbashi, première escale à Kamina, deuxième escale à Mweneditu, troisième escale à Kananga et quatrième escale à Ilebo. Donc, dans 3 jours, vous avez un train qui passe. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les recensements là, ça pouvait se faire comment? Les gens qui étaient à Idoumbé là-bas, les gens qui sont à Punya, à Kasongo, à Kamituga, comment on pouvait arriver avec les urnes? Les gens qui sont à Wembonyama là-bas, les gens qui sont en Banzamantek, au Bas-Congo. Mais ce sont des endroits qui sont impraticables, où même le vélo ne peut pas passer. Nous sommes dans une zone tropicale, équatoriale tropicale, où il pleut presque toute l'année. Nos routes doivent être entretenues normalement et à tout moment. Mais chez nous, ça fait longtemps qu'on a oublié tout ça. Et c'est dans ces pays-là qu'on voulait faire les recensements. On allait amener tous ces agents de recensement sur les pirogues ou comment, ou sur les dos, on les transporte comme ça, ou on devait faire comment? Une histoire à dormir debout. Ça même fait tuer les gens le 19 janvier. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Tout le monde connaît les conséquences de cette loi-là. Ils reviennent avec l'éclatement de 11 à 26 provinces. Un éléphant blanc. Mozito a appelé même ça un mort-né. Des morts-nés. C'est une honte. Vous tentez des choses comme ça ne marche pas. Vous n'avez même pas honte vous-même. Vous venez avec une loi comme ça, le président de la République qui a soifé du pouvoir, il signe cette ordonnance-là, ordonnant les 26 provinces, comment ils doivent fonctionner, ainsi de suite. Vous n'avez pas un budget prévu pour ces 26 provinces. Comment vous allez vous en prendre? Nous sommes à une année des élections présidentielles. On se mobilise pour faire les élections présidentielles. Vous allez chercher à installer les 26 provinces. Vous allez installer le gouverneur et son vice sous les manguiers où il faut qu'ils puissent avoir des résidences. Il faut construire des résidences. 26 résidences. Non, 52 résidences parce qu'il y a un gouverneur et un vice-gouverneur. Il faut construire 26 bâtiments administratifs où le gouverneur va travailler. Des assemblées provinciales. Équiper les députés provinciaux. Équiper l'administration provinciale. Avoir le minimum d'infrastructures de base pour l'existence d'une province. Les courants, l'eau. Les quelques artères principales. Un marché. Un hôpital de référence. Des écoles officielles, des écoles publiques. Bref, donner la vie à une province comme le Sankourou, à Kabinda là-bas. Tout ce que j'ai cité là, vous mettez ça là-bas. Comment ça pouvait se faire? Construire tout ça à Chikapa, à Kamina, au Tanganyika, à Kolwezi. C'était, vous voyez, c'était une honte de faire une histoire comme ça que vous connaissez que ça ne va même pas aboutir parce que cette histoire-là, vous le faites dans un autre objectif de pouvoir créer seulement un retard dans le processus électoral. Finalement, vous vous rendez compte que ça ne va même pas marcher
vous laissez tomber, vous cherchez à nommer, à faire les élections de gouverneurs. Ça même, ça n'a pas marché. Maintenant là, Évariste est revenu encore avec une histoire de commissaires provinciaux. Des termes archaïques, des termes de 1960, des choses comme des commissaires généraux qui avaient rang de ministres. Maintenant, c'est des commissaires provinciaux qui ont les rangs de gouverneurs. Ils auront quel genre de compétences, quel chevauchement entre leurs fonctions avec les directeurs de province, tout ça, une cacophonie, une confusion totale. Vous voyez comment, quand un régime est finissant, un régime est à la fin de son cycle, c'est comme ça qu'ils arrivent à agir. Ils vont commencer à tâtonner. Ils vont tenter tout pour le tout, pour chercher à maîtriser la situation. Messieurs, je vous informe que vous ne maîtriserez rien. Parce que le choix que vous avez fait est un mauvais choix. Vous avez soutenu quelqu'un qui n'avait pas toutes ces notions en lui. Kabila, le premier jour, il entre au palais de la nation, il ne connaissait même pas par où commencer. Il demande, Mosé, t'as fait un nini? On lui dit, chef, vous dormez encore jusqu'à 7 heures. Il faut vous réveiller le matin, demander les rapports de la Banque centrale, savoir la trésorerie, les pays. Parce qu'un pays, c'est l'économie. Il faut savoir combien d'argent sont dans la banque. Les transactions internationales qui se font avec votre pays. Tout ce qui fait que l'argent puisse entrer, les minéraux, les produits que vous vendez à l'extérieur. Ça entre, il faut que vous puissiez voir ces rapports-là chaque matin. Deuxième chose, vous devez avoir les rapports de renseignement, les rapports de la sécurité extérieure du pays. Les gens de l'ANR doivent vous donner les bulletins d'information. Vous devez savoir combien, toutes les frontières sont en sécurité, il n'y a pas de problème majeur. On a montré à Kabila ça. Comment saluer les gens quand vous recevez les diplomates, vous recevez des nouveaux ambassadeurs, tout ça, on lui a appris. Mais ça, ce n'était pas en lui. C'est pourquoi il y a toujours cette déficience. Parce qu'on a forcé quelque chose qui n'était pas dans sa nature. En principe, il fallait qu'il puisse entrer dans une école normale. Quand 14 ans, il pouvait terminer l'université. Il pouvait entrer dans une école là, sur place au Congo, je ne sais pas, en premier CO. En tant que président, il entre en premier CO, officiellement, il s'inscrit là-bas. On sait que non, le président étudie ici, je ne sais pas, à Bondeko là-bas, ou à l'Athénée de la Gombe, ou quelque part. Il passe en deuxième CO, en troisième CO. Il pouvait terminer, avoir son diplôme d'État normalement. Il est toujours président. Il va à l'université, il fait les 3 ans ou les 5 ans de l'université. 14 ans, c'est beaucoup, il aurait terminé depuis longtemps. Mais on l'a fait autodidacte à la maison et ça compliquait les choses. Une histoire simple. Les G7 lui écrivent une lettre. Il lui envoie la lettre. Ce qui était simple, c'est quoi? Prendre la lettre, examiner les contenus, convoquer la réunion du bureau politique ou la réunion élargie de la majorité pour examiner toutes ces revendications, tout ce qu'on reprochait au régime. Essayer de faire une introspection, l'autocritique de la vision de l'AMP, le projet de société qu'ils ont pour notre nation. Est-ce qu'ils se sont écartés du schéma, ils se sont écartés du projet de société ou ils continuent dans les bons? S'ils se sont écartés, chercher un peu à redresser, engager quelques réformes institutionnelles, parce que Kabila pense que chaque fois qu'il fait les remaniements ministériels, il fait des réformes. Non, ça ne sont pas des réformes. Les réformes, c'est vraiment, vous devez
avoir des états de lieu de toutes les grandes entités de la nation, les grandes sensibilités, l'opposition, la majorité, la société civile, l'administration, tout le monde, vraiment vous vous engagez des consultations après lesquelles vous arrivez à faire exécuter les propositions, les suggestions qui ont été arrêtées dans ces concertations-là. Mais ce que vous avez fait, c'est pratiquement l'opposé. Maintenant, il reçoit cette lettre-là. Tous les caciques du pouvoir lui disent, il faut chasser ces gens-là. Ils ont débordé. Ils sont trop zélés. Il faut les mettre à l'écart. Quelqu'un comme Pierre Lumbi, qui a travaillé avec vous pendant plus de 7 ans, qui connaît la sécurité intérieure et extérieure du pays. Un conseiller spécial en charge de la sécurité, ce sont des gens comme ça qui font des coups d'État dans des pays. Ce sont des gens très dangereux. Ce n'est pas quand même quelqu'un que tu pouvais enlever comme ça parce qu'il a signé un papier. D'autant plus que ce qu'il a signé est vrai. Parce que c'est juste. Et ils vous ont donné un son de cloche différent de ce que tous ces musiciens de Wenge vous donnent. Les Mende et les autres. Et ils chantent les Djalelu tous les jours pour vous. Tout ce qu'ils savent, c'est vous dire que non, tu es un homme providentiel. Providentiel, tu deviens un dieu ou comment? Voyez les choses que Sakombi a fait dans le passé avec Mobutu. Ce sont les choses qui commencent à revenir. Un homme providentiel. Tu seras bientôt le timonier, les bâtisseurs, les fondateurs, les guides de la nation. Tu seras bientôt tous ces noms-là. Voilà la dictature. C'est comme ça que Olivier Kamita a déclaré que non, Kabila ne cherche pas un 3e mandat pour glisser. Il ne cherche pas à glisser pour un 3e mandat. Il cherche à glisser de la démocratie vers la dictature. Parce que comment on te dit, chef, tu dois t'arrêter, tu avais 2 mandats, c'est fini, tu dois partir à la fin. Nous voulons avoir des réponses claires. Comment ça va se faire? Bientôt là, c'est la campagne qui va commencer, la mobilisation. Qui sera notre ticket pour la majorité? Qui sera notre candidat? Ça, ce n'est pas quand même mauvais. C'est mauvais parce que tu avais en toi l'idée de rester au pouvoir. C'est comme ça que les choses se sont compliquées. Tu t'es énervé pour ça. Sinon, tu serais content d'une proposition comme ça. Les gens comme Vieux Mwando Simba, comme Kyungu Wakumanza, vous vous débarrassez des gens comme ça facilement. Ce sont des vieux qui ont beaucoup d'influence sur beaucoup de jeunes qui sont autour de vous. Ce qui était facile, c'était d'accepter ça. Parce que maintenant, regardez la conséquence. C'est que, avec le départ de tous ces 7 partis politiques, la majorité à l'Assemblée est fragile. Bientôt là, parce que nous venons de voir avec MSR, ils se sont retirés avec leurs 80 députés. Bientôt là, il y aura une motion qui va sanctionner le gouvernement Matata, qui va faire tomber ce gouvernement-là. Parce qu'il suffit que les députés retirent leur confiance du chef du gouvernement, c'est fini, ce gouvernement-là tombe. Et quand on va refaire la majorité, la majorité risque d'être dans l'opposition. Et dès que la majorité passe à l'opposition, parce que c'est possible, vous savez, ce qu'ils vont faire, ils vont voter une motion contre vous pour trahison. Vous avez trahi la nation. Vous avez trahi notre République. Et ça, vous allez tomber. C'est un mécanisme constitutionnel. L'Assemblée nationale va vous faire tomber. Si vous ne le savez pas. La révélation, c'est que l'IDPS a arrêté brusquement les négociations avec
vous, les camps de Kabila, parce qu'on leur a dit, ces régimes-là, c'est fini pour eux. Il ne faut pas leur donner une seconde chance. Retirez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est le même mouvement-là qui a poussé aussi les 7 à pouvoir agir à partir de l'intérieur, comme les 13 parlementaires avaient fait, pour déstabiliser, pour fragiliser et couper le souffle à une organisation. C'est à partir de l'intérieur. Dès que vous avez coupé le fil, ça commence à pourrir à l'intérieur et ça va se désintégrer, ça va tomber, ça va mourir. Donc, votre régime est déjà par terre. Vous ne savez pas combien vont continuer à démissionner. Ceux qui ont démissionné jusque-là, ce n'est encore rien. Vous allez voir dans les semaines qui vont suivre combien vont démissionner. Et les poids lourds vont déjà commencer à s'élever. Tout ce que moi je demande, vous avez encore tout le temps. Vous êtes encore jeune. Monsieur le Président, l'exil ne sera pas bon pour vous. Parce que vous serez recherché partout. Pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Les gens qui vous ont donné le pouvoir, en 2001, ils ne veulent plus de vous. Vous avez entendu plusieurs fois le président Obama à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a dit, il ne comprend pas pourquoi, quand un régime est à la fin, le président ne veut pas partir. Il ne comprend pas ça. Chaque fois que vous voyez Kerry dans notre pays, il est porteur d'un message. Ce sont les signaux d'alarme. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre courage, oublier tous ces moboutistes qui sont autour de vous, les vautours qui veulent votre destruction. Parce qu'ils vont rester, hein, ils vont disparaître, certains vont aller dans les îles Caïmans, certains vont aller rester dans les paradis fiscaux à Hong Kong, à Singapour, je ne sais pas, à Hawaï. Ils vont chercher des îles lointaines où ils ont déjà l'argent, ils vont aller se cacher là-bas. Mais vous serez cherchés partout. On va bloquer vos comptes à l'étranger, pour vous et pour vos proches. Votre femme, vos frères, leur argent, ça va être bloqué. Vous n'allez pas avoir accès à cela et on va vous créer un dossier pour vous arrêter. Vous pensez aller au Zimbabwe, quand Mugabe va mourir, on va venir vous arrêter là-bas. Paul Kagame, c'est la même chose. Vous allez là-bas, on va l'enlever aussi au pouvoir. Vous ne saurez pas être protégé. Prenez votre courage, dites à la nation, mes chers frères congolais, je m'engage à quitter le pouvoir à la fin de mon mandat en 2016. J'exhorte l'opposition et la majorité à pouvoir se mettre ensemble et discuter sur l'éventualité de la tenue des élections parce que, vu le temps et les moyens qui ne sont pas